Salut David, Bonjour. merci d'avoir accepté mon invitation. David, tu es député européen, tu es candidat à l'élection des européennes qui aura lieu le 9 juin prochain. Europe Écologie Les Verts. Enfin non, maintenant vous vous appelez les écologistes. Ouais, moi je dis toujours les Verts, mais Ah, c'est pareil. ok. Et maintenant ça s'appelle les écologistes quand Oui. même. Je tiens à la dénomination précise. Si je t'ai invité, c'est pour parler de ce qui se passe autour du mouvement des agriculteurs qui sont très en colère, qui manifestent. C'est parti il y a quelques jours maintenant du sud-ouest de la France où ils ont commencé à faire des actions coup de poing assez impressionnantes, bloquer des routes, etc. Ils ont même fait sauter le premier étage, enfin, les deux premiers étages d'un bâtiment du ministère de l'Agriculture. Euh, Comment est-ce que, d'abord, la première question, pourquoi maintenant, d'après toi, pourquoi le mouvement des agriculteurs, pourquoi il y a un mouvement des agriculteurs aujourd'hui? Qu'est-ce qui a mis tout d'un coup le feu aux poudres? Alors d'abord, c'est un mouvement qui part de loin, parce que c'est pas, comment dire, un coup de tonnerre dans un ciel calme. Ça fait des années et des années que le monde agricole, quand je dis le monde agricole, le monde paysan, c'est-à-dire les producteurs, parce que dans le monde agricole, mais on y reviendra, c'est plus que ça. Mais ceux qui produisent, ceux qui travaillent la terre, sont la variable d'ajustement d'un modèle économique, agroéconomique, où ils sont rien. En amont de ce modèle agroéconomique, il y a tout ce qui est l'agrochimie, les intrants, les banques, y compris le fait de pousser au suréquipement ou à l'équipement mécanique qui est nécessaire. Hein. Mais en fait, il y a un modèle qui a pour philosophie de il faut en gros plus grand, plus, produire plus, etc. etc. Ça, c'est l'amont. Et l'aval, parce qu'en fait, c'était cet amont-là pour permettre d'avoir plus de revenus, on pourrait discuter, mais c'est pas fait pour ça. C'est fait pour l'aval du producteur, à savoir les géants de l'agroalimentaire, Avril, dont d'ailleurs le patron est aussi le patron de la FNSEA, ce qui est vraiment révélateur. C'est que le principal syndicat historique des agriculteurs, son patron, je vais un peu provoquer, n'est pas un agriculteur. C'est un industriel. C'est pas grave, mais ça dit quelque chose. Et la grande distribution. Bon. Et donc, quand vous êtes... C'est intéressant parce que, moi, quand je parle ça, je parle de nouvelle féodalité. Hein, la question du contrôle de l'assiette, de qui produit ce qu'il y a dans l'assiette, comment c'est arrivé jusque-là, qui capte l'argent de ce qu'il y a dans l'assiette, qui prépare ce qu'il y a dans l'assiette, tout ça, c'est une question politique depuis la nuit des temps. Il n'y a pas de question plus politique que celle-là. C'est la question de la subsistance, de comment on mange. Bon. C'est une question fondamentale. Et donc, pendant longtemps, il y a eu un modèle en France, ailleurs, qui s'appelait la féodalité, où la rente de la noblesse était construite sur le fait qu'on faisait travailler des paysans pour que dalle, parce qu'on possédait la terre. La Révolution française est passée par là, et donc la question de la possession de la terre, c'est encore une question qui se pose, mais c'est plus le moyen qu'on utilise, en tout cas en France, en Europe, pour capter la rente de ceux qui travaillent la terre. Le système qu'on utilise maintenant, je l'ai dit, c'est les trois cavaliers de l'Apocalypse, que sont l'agrochimie, l'agroalimentaire, les géants de l'agroalimentaire et la grande distribution. Et donc tout ça pour dire que, comme au moment de la Révolution française, quand vous avez ceux sur qui repose la subsistance, l'alimentation, c'est-à-dire les producteurs, les paysans, sont aussi maltraités, ils se révoltent. La Révolution française était quand même un peu plus nombreux par rapport à la population qu'aujourd'hui, mais il n'empêche que quand ils se réveillent, quand ils se soulèvent, ça fait du bruit, etc., etc. Donc c'est pas... Pourquoi ça vient maintenant, vraiment maintenant? Je pense qu'il y a une croisée des courbes. Donc structurel, c'est ce que j'ai évoqué un peu longuement, sur c'est le fait que les gars se font spolier depuis 10 décennies, donc à un moment ça bloque, mais ça tenait à peu près parce qu'on leur donnait toujours suffisamment, et donc la FNSEA tenait un peu les troupes en réalité. Bon. Là ça tient plus parce qu'il s'ajoute à ça des phénomènes conjoncturels mais qui peuvent s'avérer structurels. L'inflation, et dans ce phénomène d'inflation il y a eu la double punition, des coûts de revient plus élevés pour les producteurs, et leur aval, c'est-à-dire les géants de la grande distribution et l'agro-industrie, on a profité pour faire de la surinflation pour eux. Donc, baisse de la consommation.
Et qui a payé la baisse de la consommation? Pas ceux qui ont augmenté leur marge, ce dont je parlais, grande distribution agroalimentaire, mais ceux qui produisent. S'ajoute à ça la guerre Russie-Ukraine avec l'effet sur nous, avec des phénomènes de spéculation, etc., mais qui ne sont pas vraiment à notre avantage. Le fait qu'on a autorisé l'importation d'un certain nombre de produits agricoles en provenance de l'Ukraine pour des raisons de solidarité que tout le monde peut comprendre, mais qui ont des conséquences réelles. S'ajoute à ça une inadéquation entre un certain nombre de critères environnementaux, sanitaires, qu'on demande d'appliquer dans l'agriculture, et une politique agricole commune, où là c'est les budgets, c'est les sous, qui n'est pas du tout calibrée pour compenser ces nouvelles demandes. Et ça, c'est un sujet sur lequel peut-être on pourra développer, parce que j'ai déjà été un peu long pour une première réponse, mais qui est pour moi le déclencheur majeur. C'est qu'il y a une nouvelle PAC qui a été votée en 2021, qui s'applique depuis 2023-2027, qui est en vérité une PAC sur l'ancien modèle. On donne au gros, 80% en Europe, 80% des aides PAC, c'est pour 20% des exploitations. Mais on a mis des normes écolo. Et nous, ce qu'on a dit au Parlement européen, c'est qu'il faut ces nouvelles normes pour avoir une agriculture encore plus qualitative, mais c'est impossible de les mettre en œuvre si on ne met pas en place une nouvelle PAC. C'est-à-dire le bras armé financier de la politique agricole, qui est le navire amiral de la politique agricole européenne. Je devrais me dire le navire amiral de la politique européenne, puisque la PAC, à elle seule, c'est 40% du budget de l'Union européenne. Il y a quand même un paradoxe par rapport au discours que tu viens de tenir, c'est que si au départ les agriculteurs n'étaient pas les agriculteurs qui sont en colère et qui se mobilisent n'étaient pas particulièrement affiliés à tel ou tel syndicat, je pense notamment à la FNSEA qui est le plus représentatif. Aujourd'hui, lorsque je lis tous les comptes rendus à la fois journalistiques et autres sur le sujet, j'ai l'impression qu'ils considèrent néanmoins la FNSEA comme étant l'interlocuteur valable, en tout cas qu'ils ont choisi, même s'ils n'ont pas vraiment adhérents, pour aller discuter avec le gouvernement. Alors ça c'est génial, j'étais, je sais plus là, on fait pas mal de débats, et il y avait un des agriculteurs là, dans le sud, parce que c'est pas un hasard si, d'ailleurs j'ai oublié de dire ça, j'ai oublié. Si ça vient du sud-ouest. Mais oui, c'est la région la plus touchée par le changement climatique, par le réchauffement climatique, donc c'est ça aussi, un déclencheur là, qui est pas dedans, et qui est d'ailleurs central. Mais il faudra le développer plus longuement. Mais, et qui disait, c'est très intéressant, parce que le gars il tient, lui il n'est pas affilié à FNSEA, il tient le barrage, et voilà, il est là, c'était sur France Info TV, je crois. C'était vraiment intéressant parce que il est interrogé là-dessus, il dit mais vous avez la FNSEA, et il répond mais c'est très bien lui qui reste à Paris, il va parler machin, mais qu'il vienne pas ici en gros, parce qu'ici je suis pas sûr qu'il serait bien reçu. Moi si j'allais à Paris, j'ai pas les mots pour me faire comprendre, donc c'est bien que ce soit lui qui le fasse, mais lui qui vienne pas ici parce que ce serait peut-être compliqué. Mais donc il y a quelque chose de compliqué parce que du coup c'est la FNSEA qui va discuter avec Gabriel Attal ou Marc Fesneau, et derrière, comme tu l'as dit, c'est eux qui sont en co-gestion de la politique depuis des années. Oui, alors c'est pas ma lecture de la réaction de ce paysan de terrain qui dit ça, c'est que justement, moi j'entends le contraire. J'entends la prise de conscience, même s'il continue à dire bon bah c'est bien que l'autre parle à Paris, il n'ose pas trop en dire du mal, mais il y a une prise de conscience que en fait, je pense, ces gens-là ne s'occupaient pas de nos intérêts. Les intérêts qu'ont défendu la FNSEA depuis 40 ans, c'est un modèle d'industrialisation de l'agriculture qui profitait. Pour qui? Pour les géants de l'agroalimentaire et de la grande distribution. Et ça a très bien marché. Les intérêts qu'on défend... La FNSEA a très bien défendu les intérêts de l'agroalimentaire et de la grande distribution. Regardez en France, on a une flopée de géants de l'agroalimentaire, de multinationales. Avril, Lactalis, c'est colossal. On a en France les plus grands géants de la grande distribution. Tout ça ne vient pas de nulle part. Donc, le truc, c'est que ce n'était pas les intérêts des paysans. Dans cette affaire, il y a, en fait, je vais vous dire, il y en a deux qui se font flouer, il y a deux catégories qui se font flouer dans cette affaire, les paysans et l'écologie. Les deux grands perdants de ces politiques qui sont menées, c'est les paysans et l'écologie. Pour autant, aujourd'hui, comme tu l'as dit, il y a moins d'1% des Français et des Françaises qui sont des agriculteurs, et parmi eux,
le syndicat le plus représentatif, c'est la FNSEA. Si à ça, je rajoute en plus les jeunes agriculteurs qui sont plus ou moins sur la même ligne que la FNSEA, voire la coordination rurale, qui est un peu plus radicale que la FNSEA, mais bon, ça se ressemble un peu quand même. On est dans un truc qui est ultra majoritairement, c'est-à-dire que et moi je crois en fait à ces corps intermédiaires, je crois à leur utilité, qui est ultra majoritairement pas sur la ligne ni de défense des intérêts des petits exploitants, ni sur la ligne de défense de la nature et la préservation de notre planète. Donc il y a un souci. Comment est-ce que vous, chez Europe Écologie Les Verts, comment est-ce que vous faites pour penser la production agricole alors même que vous n'avez pas avec vous les agriculteurs? Alors d'abord, ça se discute. Première chose, ce mouvement dont on parle, puisqu'on parle de ce mouvement-là, c'est pas des syndicats quels qu'ils soient qu'en sont à l'origine. C'est un mouvement spontané. Ce qui est intéressant, parce qu'il y a un grand mouvement social ces dernières années qui était aussi spontané, populaire, qui était celui des Gilets jaunes. Et d'ailleurs, il y a un autre point commun qui est très intéressant, c'est que quand il y a eu le mouvement des Gilets jaunes qui s'est déclenché, le traitement spontané, y compris médiatique, ça a été « Ah, mais c'est un mouvement anti-écolo. C'est un mouvement qui est contre la taxe carbone. Donc c'est un mouvement qui est anti-écolo. » Et moi, je me rappelle, j'étais secrétaire national de mon parti à l'époque, et je disais « Mais vous n'avez pas compris ce qui se passe. C'est le premier mouvement social écologique du XXe siècle. » Parce que c'est quoi le mouvement des Gilets jaunes? C'est un mouvement social anti-carbone. C'est un mouvement social de gens qui disent « Nous sommes prisonniers de notre dépendance au carbone, en l'occurrence la taxe diesel pour la voiture, et on n'a pas d'autre choix. » Et quand je débattais avec des Gilets jaunes à l'époque, il y avait ce même propos, enfin ils disaient « Mais nous taxez pas d'anti-écolo. Nous, on est écolo, mais pourquoi on fiscalise pas le kérosène ?» Et le même gars, c'est génial, paysan qui manifestait hier, il y a un journaliste qui dit mais quand même vous voulez moins de taxes sur le gasoil pour les tracteurs, mais c'est pas bon pour le changement climatique, ça vous intéresse pas? Il disait ah si, ça nous intéresse, mais pourquoi c'est nous qui prenons? Pourquoi il n'y a pas la fiscalité du kérosène? Et je me suis dit c'est incroyable. Le mouvement des Gilets jaunes, c'était la même chose. Il disait mais ok, peut-être qu'on doit payer, mais pourquoi le carburant des riches? Et le kérosène, c'est pour mettre dans les avions. C'est pas les pauvres qui prennent l'avion, c'est les 10% les plus riches qui prennent l'avion. Bon, parce qu'on dit souvent, ouais, mais ça permet que tout le monde le prenne. Non, tout le monde ne prend pas l'avion. Donc c'est vraiment le carburant des riches. Il est zéro. Donc en fait, moi je ne crois pas du tout qu'il y ait une fatalité à ce qu'il y ait une impossibilité. Et je disais, ça se discute parce qu'il y a aussi des syndicats qui disent ça depuis très longtemps. La Confédération paysanne, c'est un syndicat qui existe, qui est représentatif, qui a des paysans, reste très etc. minoritaire. Hein. Il est minoritaire, mais il existe. Vous savez, moi je suis écolo. Si le fait d'être minoritaire, ça m'avait empêché de militer, j'aurais arrêté il y a 25 ans au bout de 2 mois. Donc en fait, ça c'est un autre sujet. Moi je crois à l'évolution des idées. Je crois que et c'est pour ça que ce conflit social, bon, est, comment dire, le vecteur d'énormément de douleurs, surtout après le drame qu'il y a eu, cette agricultrice et sa fille qui ont été tuées sur un barrage. Mais il est aussi, je l'espère, une extraordinaire opportunité de mettre sur la table les vrais sujets, y compris le fait d'interroger les corps intermédiaires. Moi, je suis d'accord, c'est nécessaire des corps intermédiaires, mais il faut qu'ils avancent à visage découvert. Le problème de la FNSEA, c'est pas le principe du corps intermédiaire, c'est que leurs dirigeants, en tout cas, leurs dirigeants ont menti. Et ils ont menti dans quel sens? C'est qu'ils n'ont pas défendu les intérêts qu'ils étaient censés représenter. Et ça, c'est un problème quand on est un corps intermédiaire. Dans une démocratie, le corps intermédiaire a son utilité, s'il remplit, j'ai envie de dire, son objet social. L'objet social de la FNSEA et de ses dirigeants, c'était défendre les gens les producteurs. C'était quoi leur mission? C'est que dans la part du coût de l'alimentation pour le consommateur, la plus grosse proportion soit pour les paysans. Qui défend ça? Les écologistes. Depuis l'origine, et vous savez, je répète souvent, le premier candidat qu'on s'est choisi à une élection présidentielle, nous, les écologistes, en 1974, on fête les 50 ans, c'était René Dumont. Qui était René Dumont? Un agronome. On est le seul parti politique qui avons choisi comme candidat à la présidentielle un agronome. Dans les gènes, si j'ose dire, de la pensée écologiste, la question de la relation entre territoire, agriculture, alimentation, santé et politique donc, est fondamentale. René Dumont, c'est l'inventeur de l'altermondialisme. Il a passé sa vie, c'est très intéressant parce que
Un mot sur René Dumont. Il était dans l'école Lancet d'AgroParisTech. Et c'est au moment, lui, quand il est jeune, c'est le moment de ce qu'on appelait la révolution verte, pas au sens écolo, au sens chimie. Chimie à fond, partout, pour nourrir la planète. Et lui est dans les premières générations à avoir été formé à ça. Et il est à fond dedans. Et au bout d'un an ou deux de recul, il se dit, mais les sols sont en train d'être lessivés. Et comme c'est un agronome, il dit, mais si on pérennise un modèle agricole avec un certain nombre d'usages de produits qui tuent les sols, en tant qu'agronome, je sais que ce modèle ne peut pas continuer à nourrir la planète. Et donc il revient dessus, et donc il a été en Afrique, en Asie, pour notamment au moment de la décolonisation, accompagner des États pour leur autonomie alimentaire, leur indépendance alimentaire, y compris par rapport au... En fait, c'est un des pères de l'altermondialisme, de relations Nord-Sud. C'est un écolo. En fait, la question du relation entre la souveraineté alimentaire, c'est une question écologiste à proprement parler. Et donc, nous, le job, ça a toujours été de dire les revenus de l'alimentation, les revenus de la terre, doivent aller à ceux qui travaillent la terre. Et si c'était le cas, on aurait beaucoup plus qu'1% de la population qui serait agricultrice. Mais c'est intéressant que tu parles de René Dumont parce que précisément il est agronome, c'est-à-dire qu'il n'est pas agriculteur, c'est-à-dire qu'il produit de la norme, il réfléchit sur les normes liées à l'agriculture. Ça veut dire ça, nomme, le nomme dans agronome. Il met pas les mains dans la terre. Il l'a fait beaucoup, en l'occurrence. Enfin, c'était sa spécificité. Et justement, quand je vois aujourd'hui une partie des membres du gouvernement, de la droite, de la FNSEA et même une partie du champ médiatique essayer d'opposer finalement les écologistes dont tu fais partie, à la fois le parti écologiste et puis les militants écologistes, avec les agriculteurs. Tu vois, en disant, bon, en fait, ces gens-là, ils ont deux pensées orthogonales. Qu'est-ce que tu y réponds? Qu'est-ce que tu réponds à ça? Est-ce que ça a une quelconque réalité ou d'après toi, c'est juste de la foutaise et Alors, c'est pas de la foutaise, c'est pas une réalité non plus, c'est une stratégie de communication. C'est qu'en fait, il faut, trouver un bouc émissaire. C'est la stratégie du bouc émissaire. Parce que c'est pas que le gouvernement, il y a une cogestion, il y a même une tutelle des gouvernements successifs, d'ailleurs de gauche comme de droite, par la FNSEA. Et pour faire passer le fait qu'on ne protège pas et qu'on ne garantit pas, comme je le disais, les intérêts des agricultrices et des agriculteurs, des paysans et des paysannes, il faut bien trouver une diversion. Et donc l'écologie remplit cet office. Il n'y a pas que dans ce cas-là qu'elle l'a fait. Moi, j'ai beaucoup entendu, d'ailleurs, à gauche, encore une fois, comme à droite, que l'écologie, c'est ce qu'empêche d'avoir une économie qui fonctionne. Ça, c'est de la côté droite, ou l'écologie, ça empêche d'avoir des vraies politiques sociales. Ça, c'est la gauche traditionnelle. Donc, en fait, on a le dos large, en réalité. Donc, c'est pas du tout une foutaise ou quoi. C'est ce qu'on appelle des éléments de langage, des stratégies de communication. Mais les normes, ce qu'on appelle les normes, notamment les normes écologiques. Bon, d'abord, René Dumont, il n'a pas passé sa vie dans un bureau, c'est plutôt quelqu'un qui, pour le coup, a eu énormément les mains dans la terre, tout en étant agronome. Mais surtout, les normes écologiques, aujourd'hui, en fait, ce qu'on appelle les normes écologiques, c'est beaucoup des normes sanitaires. Et il y a un vrai paradoxe, c'est que j'entends à juste titre dire en France, on a une des alimentations les plus de qualité au monde, ce qui est en partie vrai, et surtout avec des standards avec les AOP, appellation d'origine protégée au niveau européen, AOC pour l'appellation française. C'est quoi? C'est des normes. Pourquoi on a l'alimentation et l'agriculture une des plus qualitatives du monde? Parce qu'il y a eu des normes, et parce qu'il y a eu des paysans pour savoir les appliquer. Donc les normes, en soi, elles ne sont pas au contraire, elles sont ce qui permet d'avoir des standards collectifs élevés pour avoir une agriculture de qualité. Sinon, c'est quoi le contraire? C'est l'absence de normes, c'est quoi? Et ça s'appelle le libéralisme. Ça veut dire le fait qu'on externalise les coûts de la destruction de la nature, par exemple, ou les coûts sanitaires pour les personnes qui consomment ce qu'on produit, en dehors des coûts financiers pour faire plus de profit. Donc les normes, c'est comme les lois d'ailleurs, c'est pas du tout ce qui oppresse, c'est ce qui protège, à condition qu'il y ait les conditions économiques qui permettent de vivre avec ces normes. Et c'est là que ça marche pas. C'est que d'un côté, on prescrit des normes, et de l'autre, on fait en sorte qu'elles soient non viables économiquement pour les producteurs, mais elles sont très viables pour les autres acteurs du secteur agricole. Elles sont viables pour tout le monde, sauf pour les paysans. Donc,
l'enjeu, si je te suis bien, c'est de casser la marge du triptyque du diable là que tu as décrit tout à l'heure, à la fois l'agrochimie, les agro-industriels et la grande distribution. Donc tu casses leur marge et avec ça, du coup, tu dégages de l'argent pour les producteurs, enfin pour les agriculteurs. Il faut partir de la terre. Il faut partir de la terre. Il y a les gens qui exploitent la terre. On part du fait qu'ils aient un salaire à la hauteur du travail qu'ils font. C'est ça le préalable. On part du travail, on dit, nous, pour que la biodiversité fonctionne, pour qu'on ait un haut standard de qualité de production, parce qu'on veut dire, voilà, nous, ce qu'on souhaite qu'on fasse ensemble. Ça coûte tant. On augmente pour que ça soit au-delà de votre prix de revient. Enfin on part des revenus des paysans. On part des revenus des paysans. Pareil, moi j'aime bien dire paysan, parce que paysan, c'est la même racine que pays et paysage. Par exemple, on est tous très attachés, en général, au bocage, aux haies. La plupart des paysages dans notre pays, ils sont, de fait, architecturés par les agricultrices et les agriculteurs, par les paysans. Le fait qu'il y ait une forêt ou qu'il n'y en ait pas, qu'il y ait des champs de tel type, mais tout ça, ce qu'on aime dire, la beauté de la France, tout ça, ça a des conséquences en termes de méthode de production. Il n'y a pas de raison que ce soit l'agriculteur qui, l'assume, alors qu'on lui demande, pour être rentable, l'histoire des haies. Il y a tout le débat des haies, en disant « ouais, vous nous empêchez d'arracher les haies ». C'est vrai, les haies, c'est indispensable pour la biodiversité. Mais pourquoi les agriculteurs les arrachent? Pas parce qu'ils n'aiment pas les haies, pas parce qu'ils détestent les paysages. Il va passer les tracteurs. Mais pire que ça, pour avoir de la terre cultivable à la place. Puisque leur financement PAC est fait en fonction non pas des haies, en fonction des nombres d'hectares, de mètres carrés, d'hectares que vous exploitez. Donc c'est un pouce au crime. D'un côté, on leur dit protégez les haies, d'un autre côté, on les finance, et ils perdent de l'argent s'il y a des haies. Donc en fait, ça, c'est ce qui s'appelle les services rendus, rémunérer les services rendus à la nature. Je n'aime pas cette expression-là, mais c'est un concept qui existe, sauf que nous, on demande depuis très longtemps d'augmenter. Le fait de dire, quand vous êtes en tant qu'agriculteur, vous faites un effort pour préserver les paysages, faire attention à ce qu'il y ait une haie, même si ça fait faire un détour à vos vaches quand vous les emmenez au pré pour aller manger parce que vous êtes attaché avec... En fait, tout ça doit être rémunéré. Tout à l'heure, tu disais on doit partir du revenu des paysans. Très bien. Est-ce que ça veut dire que à la fin, le consommateur doit payer ce qui est issu de l'agriculture plus cher? Est-ce qu'en gros, le poulet à 3 balles, c'est fini et on doit le payer 40 euros? Ça, c'est D'abord, aujourd'hui, la part de dépenses alimentaires dans les budgets des ménages a considérablement baissé en 50 ans. C'est-à-dire qu'en fait, quand on regarde ces X%... 45 il y a 50 ans, et aujourd'hui on est autour de... on est à moins de 20. Donc en fait, la question, c'est qu'il faut consentir à ce qu'il y ait une part de nos dépenses dédiée à l'alimentation. Si on veut garder des paysans, hein, si on s'en fout, mais il ne faut pas se plaindre après. Si on veut garder des paysans, moi ce que je souhaite, il y a aussi une notion d'égalité des territoires, de présence dans les territoires, tout ça, bon, ça a un prix. Le problème, pour que ça soit tenable, notamment pour les gens qui n'ont pas le choix, c'est qu'il faut dépenser les autres dépenses. Et quand on regarde, c'est quoi les autres dépenses qui ont augmenté? Pourquoi on est passé de 40 à 20%? C'est qu'en pourcentage, il y a d'autres dépenses qui ont augmenté. C'est lesquelles? Les dépenses imposées liées à la consommation énergétique. Donc là, c'est là qu'il faut agir pour baisser les dépenses imposées en matière énergétique, moins avoir besoin de voitures, moins avoir besoin de se chauffer par l'isolation, etc., etc. L'autre dépense, il y a plein d'autres dépenses, par exemple les déchets. Nos impôts qu'on paye pour la gestion des déchets, c'est des pourcentages qui augmentent. Et un autre poste qui a considérablement augmenté, c'est le logement. Donc là, il y a des politiques à mener en matière de logement pour faire baisser le prix du logement. Et donc là, vous avez plus de marge de manœuvre budgétaire quand vous êtes consommateur pour avoir plus d'argent pour l'alimentation. Autre élément, c'est que l'augmentation du prix à la source d'achat, il ne se retrouve pas forcément en intégralité en tant que consommateur. Et c'est là qu'effectivement, il y a le fait de dire qu'il faut maîtriser les marges. Il faut maîtriser les marges de l'agroalimentaire et de la grande distribution. C'est-à-dire qu'il ne faut pas seulement imposer un prix de vente qui permette aux paysans de vivre, il faut aussi avoir un regard sur le prix en sortie. Non. Et après, il y a d'autres
méthode, mais nous qu'on défend, qui s'appelle la sécurité sociale de l'alimentation, où on veut développer un modèle où, notamment pour les familles les plus en difficulté, qui est d'ailleurs la Convention citoyenne pour le climat avait proposé un chèque alimentation, je ne sais plus comment ils avaient appelé ça. Le président avait dit très bien, je prends, et on ne l'a jamais vu. Et nous, à Strasbourg, par exemple, à Jeanne Barseillan, la maire de Strasbourg, qui a mis en place, alors je ne sais plus comment elle appelle ça, une ordonnance bio pour les femmes enceintes. Quand vous êtes enceinte, vous avez un panier de légumes et de produits bio pendant toute votre grossesse pour prendre l'habitude et tout ça. Donc ça, c'est des systèmes qu'il faut étendre sur des critères sociaux à une plus grande large population. En fait, il y a plein de stratégies possibles pour casser effectivement les intermédiaires et pour qu'à l'arrivée, une alimentation qui aura coûté plus cher parce qu'avec les critères et des demandes aux plus élevées à la base, se retrouve pas forcément comme pénalisante pour les gens. Et puis par ailleurs, il faut sortir le plus possible l'alimentation transformée. Enfin, il y a tout un tas de stratégies pour éviter que c'est un impact rédhibitoire ensuite sur le pouvoir d'achat des gens. Il y a des élections européennes le 9 juin prochain. Vous êtes en campagne avec la tête de liste Marie Toussaint. Ce qui est en train de se passer autour du mouvement des agriculteurs, d'après toi, ça vous met plutôt en dynamique ou ça vous met plutôt, du fait des stratégies qu'on a décrites tout à l'heure, en péril? Ouais, bon, d'abord, j'essaie de ne pas avoir une lecture, opportuniste ou utilitariste des mouvements sociaux. Ce qui est sûr, c'est que ce débat sur la question agricole, c'est le débat fondamental politique par excellence, je le disais un petit peu tout à l'heure, et qui est un débat fondamentalement européen. Pourquoi ? Parce que la politique agricole européenne est le plus gros. En fait, l'Union européenne a un budget assez ridicule, globalement. Le budget de l'Union européenne, c'est 1% du PIB européen. Les États-Unis, par exemple, c'est 25%. Bon. Donc on n'a pas de force de frappe, l'Union européenne n'a pas de force de frappe budgétaire, pour à peu près rien, sauf sur l'agriculture. Parce que c'est 40% de ces 1%. Donc c'est entre 50 et 60 milliards, enfin 45 et 60 milliards à la louche par an d'argent de l'Union européenne pour l'agriculture. Et donc c'est un sujet européen, parce que c'est un sujet sur lequel l'Union européenne a une capacité d'action. Donc pour la qualité du débat sur la question européenne, si on pouvait discuter d'agriculture et parler d'agriculture pendant les 4 mois, 5 mois qui nous séparent de l'élection, ça serait démocratiquement une très bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle aussi parce que quand vous tirez le fil de la question agricole, vous arrivez à plein de sujets. La question de la ruralité, la question de comment on habite notre Union européenne, la question de l'alimentation, on a parlé, la souveraineté, la question de la relation au monde, la question de la santé, la question sanitaire. Bref, c'est une question qui, quand vous tirez le fil, est extrêmement intéressante à discuter, et je pense beaucoup plus que les sujets à la con dans lesquels on veut nous enfermer. Pour les écoles, parce que c'est ça votre question, à la fois je suis triste pour les paysans, de ce mouvement, à la fois je suis très heureux en tant qu'écologiste que cette question soit débattue et développée. Parce que sinon on en restait un peu aux caricatures sur lesquelles tu interrogeais sur il y a agriculteur et puis écologie ou quoi. Ça, quand on en parle 20 secondes, c'est le seul truc qu'on retient. Là, il faut que ce débat aille au bout. Il est en train de le faire. Il est en train d'arriver au bout. Parce que je pense que ça va tous nous rendre plus intelligents. C'est-à-dire qu'en fait, le fait de parler d'agriculture, de parler de la question que j'ai évoquée, on va se rendre compte que c'est une question qui est fondamentalement écologique. Et c'est un sujet sur lequel, très franchement, ça fait des décennies qu'on... je parlais tout à l'heure je vais finir là-dessus, de René Dumont. Il y a une autrice que j'aurais dû citer en premier, qui est pour moi la mère fondatrice de l'écologie politique moderne. Cette femme, c'est une scientifique, c'est une biologiste américaine, qui s'appelle Rachel Carson, qui a écrit un livre fondamental en 1962, donc il y a 60 ans, qui s'appelle Printemps silencieux. Printemps silencieux, il a été réédité à l'occasion de 60e anniversaire de sa sortie. C'est un livre, pourquoi il s'appelle Printemps silencieux, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un livre qui décrit aux États-Unis, qui se passe aux États-Unis, le fait que tout d'un coup, au printemps, il n'y a plus de bruit d'oiseaux, d'insectes, parce que le modèle agrochimique a commencé, enfin ça fait une dizaine d'années à ce moment-là, une quinzaine d'années, à être mis en œuvre. Il est en train d'anéantir
la vie, la faune dans les campagnes américaines. Et elle décrit dans ce livre, franchement, par le menu, ce qui est arrivé les 60 années suivantes. Et donc, et là encore, quand je disais Chronique du monde, l'écologie politique moderne, de fait, est née de la prise de conscience de l'incompatibilité entre le modèle agricole qu'on voulait nous obliger à faire et la capacité de continuer à habiter la Terre. Et donc, cette question-là, en tant qu'écologiste, je pense qu'elle peut permettre de prendre conscience de tout cela et de trouver des solutions, non seulement pour notre alimentation, mais d'un autre modèle économique, de production, de consommation. Bref, c'est le projet écologiste. Et donc, c'est plutôt un thème qui, pas seulement pour les écolos, mais je pense que pour la qualité du débat démocratique global, est plutôt une bonne nouvelle, même si ça se fait dans la douleur. J'ai une dernière question, David. Ce soir, Gabriel Attal, le Premier ministre, va prendre la parole à 18h pour faire des annonces, pour essayer de calmer, je cite les éditorialistes de la télé et de la radio, pour essayer de calmer la colère des agriculteurs. Qu'est-ce que tu penses qu'il est susceptible d'annoncer, et est-ce qu'il va pas continuer à faire en fait comme on fait maintenant depuis des dizaines d'années, c'est-à-dire mettre des petites rustines, dire oui, on va vous enlever ça, on va vous donner un peu ça, et puis en fait on repousse le problème à dans 5 ans quand ça repètera. Logiquement, oui, il va faire ça. Logiquement, je verrais bien, alors vous me faites prendre un risque, hein, parce que là on l'enregistre maintenant, mais les gens qui vont la regarder, vraisemblablement, ce sera pour une part après les annonces de Gabriel Attal. Donc, je dis tout ça bien avant qu'il fasse ses annonces. Je pense, oui, logiquement, qu'il va faire la méthode de la rustine sur une jambe de bois. Il va lâcher sur l'histoire du GNR sur le carburant. D'ailleurs, bon, en vérité, pourquoi pas, dans l'urgence, pourquoi pas faire ça, mais ça résout rien. Ça résout rien. La réalité, c'est pas le problème du coût du litre d'essence pour le tracteur, c'est combien on vous achète ce que vous produisez. Donc, et ça, bon, voilà, il va pas s'attaquer au traité de libre-échange, il va pas s'attaquer aux choses structurelles en réalité, il va pas s'attaquer aux géants de l'agroalimentaire, il va pas serrer le kiki de Lactalis. Donc voilà, ça va être... voilà. Moi, il y a une chose quand même, c'était la loi qui s'appelait Egalim. Moi, je dis toujours qu'il n'était pas une loi. Enfin, ça s'appelait loi, mais une loi, pour moi, c'est quelque chose qui s'impose. Or, la loi Egalim, c'est la jurisprudence Le Maire. Hein. C'était pas lui qui avait fait la loi Egalim. C'était il demande. Hein, c'est Bruno demande. Donc la loi Egalim, elle demandait. Elle demandait où est-ce que vous pouvez acheter plus cher les trucs. Donc ils ont demandé. Bon, évidemment, ça, personne ne l'a fait. Donc en fait, il faut arrêter de demander. Il faut arrêter de demander. Il faut dire la loi Egalim, maintenant, c'est pas s'il vous plaît, si vous avez 5 minutes, est-ce que vous pouvez regarder. C'est on le fait. Et donc la loi Egalim, l'esprit, donc il faut que l'esprit se transforme en acte, c'est maintenant, les prix d'achat, c'est ça. Et ils sont au minimum, au prix de revient de la production, plus, je sais pas, 5-10%, pour que le paysan quand même ait des revenus. En plus, il ne travaille pas gratos, quoi. Donc ça serait le minimum. Ils ont dit, quand ils ont fait la loi Egalim, que ça allait résoudre le problème. Ça ne l'a pas résolu. Bon bah, ça, c'est quelque chose, y compris dans leur logique à eux, qu'ils peuvent faire. Et je pense que l'autre truc qu'il va faire, c'est qu'il va mettre la balle à l'écologie, comme ils font d'habitude. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont dire, vous avez raison, c'est à cause de l'écologie que vous souffrez, donc on va encore faire un renoncement écolo, qui ne résoudra rien, et non seulement qui ne résoudra rien, mais qui prépare des lendemains qui seront encore pires pour l'agriculture. Parce qu'il n'y a pas d'agriculture possible sur des sols morts, sur une planète une France à plus 3, plus 4, plus 5 degrés. En fait, c'est juste pas possible. Le lien entre agriculture et écologie, enfin, il n'y a pas de lien plus puissant que ça. L'agriculture se pense même à partir des biotopes, de l'écosystème. Donc, organiser, théoriser politiquement ce qu'ils font, théoriser politiquement une rupture entre l'écologie et l'agriculture, c'est une folie qui ne peut que très mal finir. Et d'ailleurs, ça a déjà commencé. Merci beaucoup, David.